Quand tu dis les femmes sont toutes des salopes, tu l'as dit souvent ça. Les femmes sont... Non, oui, je le dis avec tout le monde, hein, bien sûr, dans la voiture. 憲兵団に入らないって本気なのかエレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初から決めてたことだ。俺が訓練してたのは内地で暮らすためじゃない。巨人と戦うためなんだからな。勝てるわけない。お前だって知ってるよな。今まで何万人食われたか。人口の2割以上失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。それで勝てないと思うから諦めるのか。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。巨人に対して物量戦は意味がない。負けはしたが戦いで得た情報は確実に次の希望につながる。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄しておとなしく巨人の餌になるのか。冗談だろ。俺は巨人を一匹残らず駆逐して狭い壁の中から出る。それが俺の夢だ。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。 Alors là on a un extrait d'un animé très connu, L'Attaque des Titans. Si jamais c'est pas ton cas, je vais quand même recontextualiser. Mais du coup c'est un animé qui est tiré d'un manga et dans lequel, comme le nom l'indique, en gros il y a une ville avec des remparts et il y a des titans à l'extérieur. Dans cette ville, il y a une citadelle, il y a comme des forces de l'ordre pour protéger. Et en fait dans l'extrait, c'est justement les personnes qui passent les examens pour être dans les forces de l'ordre. Et ils sont divisés en plusieurs bataillons, unités, dont l'unité spéciale qui est la plus huppée, où la mission c'est de protéger le roi au centre de la citadelle, donc relativement protégé quand même par rapport aux remparts. Et à l'inverse, donc il y a plusieurs bataillons, mais il y en a un autre d'exploration qui lui doit sortir à l'extérieur pour aller en apprendre plus sur les titans et les combattre. Donc autant dire que c'est un carnage dans ce bataillon-là. Et en gros, pour faire partie de l'unité spéciale, donc celle qui est la plus valorisée de base, la plus en sécurité, que tout le monde veut, il faut être dans les 10 premiers à l'examen. Ce qui est le cas du personnage principal, du coup Eren, celui qu'on voit parler. Et à la surprise de tous, il décide de ne pas y aller et d'aller à l'inverse au bataillon d'exploration. Et comme on le voit, et c'est pour ça en fait que j'ai choisi cet extrait, mais en vrai des extraits comme ça il y en a tellement. Pour moi c'est à l'image de la vie, dans le sens où on va avoir une minorité, Eren, qui est vraiment porteur d'espoir, qui pense que les choses peuvent changer, qui croit en quelque chose de meilleur pour l'avenir, et la majorité, ceux qui suivent le mouvement et qui justement jusqu'à présent essayent d'avoir un petit peu les meilleures places, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas que ça peut changer, que jusqu'à présent c'est les titans qui gagnent et ils vont toujours gagner. Et c'est très défaitiste. C'est d'un côté une mentalité très optimiste, très portée positivement vers l'avenir, et l'autre très fataliste, défaitiste, et c'est là où ça va devenir intéressant, très basé sur les faits passés. Alors, pour comprendre déjà l'importance de ces façons de penser qui diffèrent, va falloir comprendre la différence entre les faits et les opinions. Aujourd'hui, c'est pour moi un des plus gros fléaux de ne pas arriver à faire concrètement la différence entre les deux et surtout de ne pas poser les bons mots au bon endroit. La plupart de ce qu'on considère être des faits, encore une fois pour la majeure partie des personnes, ne sont en réalité que des opinions. Les faits, c'est basé sur quelque chose qui peut être prouvé comme vrai ou faux. Je sais pas, par exemple que la loi de la gravité, on saute d'un immeuble, on s'écrase. Voilà, ça a été prouvé, évidemment, si on n'a pas de parachute, etc. Voilà, on s'est compris. Ou que à température ambiante, à plus de 100 degrés, l'eau bout. Ça, c'est un fait, ça a été prouvé, et je vais y revenir, mais c'est constant dans le temps. Les opinions, à l'inverse, c'est complètement subjectif, donc très souvent, ça va être basé sur du jugement personnel, des croyances, on va y revenir, et je sais pas, des expériences passées, ce genre de choses. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Et effectivement, le mot fait, c'est ça qui peut porter à confusion, c'est qu'il y a plusieurs sortes de faits. On va avoir les faits qui sont stables dans le temps, comme par exemple, je l'ai dit, la loi de la gravité, ou des lois vraiment universelles, métaphysiques. Ça ne veut pas dire que ça changera jamais. On ne sait pas. Peut-être dans 5000 ans, la gravité ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. On ne sait pas. Mais
vraiment jusqu'à présent et de manière stable dans le temps, c'est quelque chose qui n'a pas changé. À l'inverse, on va avoir des faits circonstanciels ou contextuels, où on va dire par exemple, sur telle année, il y a eu tant de ça, qui a pu être plus ou moins vérifié, etc. Et du coup, c'est un fait, mais limité dans le temps. Si par exemple, je dis, donc je vais partir sur quelque chose de négatif, en 2022, il y avait plus d'hommes que de femmes en prison. On a vérifié, on a fait les comptes, etc. et c'était le cas. Si on affirme que c'est un fait, dans la tête, parce que c'est là où c'est très important d'avoir une bonne sémantique et de comprendre la puissance des mots, c'est que si on assimile un fait comme les faits de la gravité ou des lois physiques qui ne bougent pas, par exemple, et qu'on l'assimile à un même mot qui est basé sur un fait par contre contextuel, dans notre tête on se dit ok, donc ce fait-là c'est qu'il y a plus d'hommes que de femmes en prison, et on en fait quelque chose de constant parce qu'on l'assimile au même fait que justement de constant et stable dans le temps. Alors que là on parle de quelque chose de limité. Mais dans le cerveau ça sonne pas pareil. On se dit ok, c'est un fait, et très souvent malheureusement ça va devenir une croyance, on va y revenir, et du coup on va l'assimiler comme un fait durable dans le temps, alors que non. Un fait qui est limité, à tout moment il peut bouger, et c'est là où c'est problématique d'assimiler ça à un fait. C'est-à-dire que ça peut commencer à devenir une croyance, ça peut commencer à devenir une opinion, alors qu'on parle de quelque chose qui peut changer à tout moment. Et c'est là où c'est très grave de ne pas savoir faire la différence entre les deux, et de ne pas bien conditionner son cerveau à savoir ce qui est réellement un fait et ce qui est sur la base de croyances et d'opinions. Parce qu'en plus là, j'ai parlé de quelque chose qui a pu être prouvé. Admettons, en 2022, on a fait les comptes et c'était le cas. Mais il y a encore pire, c'est qu'il y a des faits qui ne sont même pas prouvables. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une expérience dans... Admettons, je suis allée en prison et dans la prison où je suis allée, il y avait plus d'hommes. Du coup, je vais dire, ok, il y a plus d'hommes que de femmes en prison. Alors que non, c'est juste mon expérience vécue. Mais je vais en faire un fait et je vais le partager comme tel et je vais croire que c'est ainsi. Et pour la plupart des personnes, c'est le cas. Si on se remet en question sur ce qu'on pense être des faits, moi des fois j'entends les gens parler, je me dis mais c'est grave. C'est grave parce que là tu es en train de parler d'un sujet qui encore une fois peut changer à tout moment. À tout moment, sans parler que des fois ça peut être des choses qui peuvent être sexistes ou racistes ou autres, mais c'est vraiment quelque chose comme ce que je viens de citer. Ok, ça a peut-être été le cas à ce moment donné sur une telle durée, mais peut-être que demain, peut-être que dans une semaine, peut-être que dans un mois, ça va complètement changer. On n'en sait rien. On ne parle pas de quelque chose qui est fixe dans le temps. Et ça pose énormément de problèmes parce que du coup, la plupart des gens vont assimiler ça à quelque chose de stable et durable. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ils se sentent impuissants de pouvoir le changer. Qu'on puisse pas changer la loi de la gravité, je le conçois. Là pour le coup, ça va être compliqué. Mais ça c'est juste une opinion, c'est juste une façon de penser. Et à partir du moment où c'est basé sur quelque chose qui est en constant mouvement, même si on l'a prouvé dans le passé, ça peut changer à tout moment. Donc on ne peut pas dire que c'est un fait. Même si jusqu'à présent, là, toute l'année, il y a eu, je sais pas, parce que là on est quand même en décembre, il y a eu un pourcentage plus fort, encore une fois, d'hommes en prison que de femmes, je prends cet exemple. On ne sait pas, ça peut changer à tout moment. On ne peut pas dire que c'est un fait comme si ça n'allait jamais changer. Comme la loi de la gravité, c'est pas du tout pareil. Et c'est grave de penser comme ça parce qu'on véhicule ces pensées-là. Et ça a un énorme impact. Et pourquoi je parle de ça ? Et pourquoi j'ai pris un exemple qui est pas forcément très positif de parler de prison ? Parce que la plupart des gens véhiculent des faits qui sont même pas positifs pour le monde. Et là, ça devient très triste. C'est-à-dire que en plus de véhiculer quelque chose qui n'est même pas forcément stable, qui pourrait changer à tout moment, et en plus, c'est même pas positif. Donc autant dire que le monde tel qu'on le voit, c'est triste. Il y a, je sais plus, peut-être 2 ans, j'avais fait un covoiturage avec un gars qui était très 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 gentil. On sentait qu'il avait un bon cœur, une belle âme, etc. On a parlé de plein de sujets très intéressants. Et quand on parlait justement de la société, il me disait, en gros, il en parlait comme quelque chose de fataliste. Comme si, mais de toute façon, il y a tout qui empire. Et alors, je prends cet exemple, mais ça m'est arrivé encore il y a quelques jours, justement, une connaissance que j'ai vue qui était de passage en Thaïlande et qui me disait, non, mais il y a encore quelques années, oui, on pouvait peut-être changer les choses, mais maintenant, c'est trop tard. Genre, c'est trop tard, ça va être de pire en pire. Et la plupart des gens me disent ça va être de pire en pire. Mais c'est horrible de penser ça. Et je vais expliquer pourquoi, mais rien que le fait d'être fataliste,
de ne pas avoir d'espoir, c'est très très triste, comme si ça ne pouvait être que pire et pas meilleur. Et encore une fois, pourquoi je parle des faits et des opinions? Parce que très souvent, quand j'aborde ces sujets-là, la personne, elle va me dire « Bah ouais, mais le monde, il est comme ça, les hommes, ils sont comme ça, les femmes, elles sont comme ça, et on peut pas changer ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » C'est pas des faits. C'est pas depuis la création des temps. Le monde n'a pas été créé avec plus d'hommes en prison que de femmes. Ça n'a aucun sens. Par contre, la loi de la gravité était peut-être déjà là à la création de la Terre. Ouais, je pars sur des sujets que je ne maîtrise pas. Enfin, je suis pas Dieu, quoi. Mais voilà, je pense qu'on a compris là où je voulais en venir. Il y a vraiment une énorme différence et ça va conditionner toute la suite, autant pour sa propre vie que justement pour le monde. Pourquoi? Parce que du coup, la question à se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut avoir un impact là-dessus? On sait que tout est en mouvement constant. Le monde d'aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas du tout le monde d'il y a 50 ou 100 ans. D'ailleurs, je pense qu'il y a 100 ans, personne ne pouvait se douter à quel point les réseaux sociaux auraient de l'importance aujourd'hui dans la vie ou dans la société. À quel point, je sais pas, il y aurait une féminisation des hommes ou peu importe. À quel point il y aurait eu ce changement-là précisément, personne ne pouvait s'en douter. Parce qu'encore une fois, tout est en constant mouvement. Donc on ne peut pas se permettre de dire ça c'est un fait, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, alors qu'il y a encore 50, 100 ans, c'était même pas le cas. Donc tout change constamment. Maintenant la question à se poser c'est qui est à l'origine de ce mouvement et est-ce qu'on peut avoir un impact dessus? Et pour arriver à répondre à cette question, il y a une question que moi j'aimerais te poser, c'est d'après toi, est-ce qu'il faut le voir pour le croire ou est-ce qu'il faut le croire pour le voir? Parce que ça c'est une phrase assez connue et les avis divergent là-dessus. Bon. Vu comment j'ai un petit peu parlé jusqu'à présent, je pense que tu connais ma réponse, mais je vais la donner quand même plus tard. Et d'ailleurs, je suis très intéressée de connaître la tienne également, si tu veux me le dire. Mais pour répondre à cette question, on va déjà décortiquer comment se crée entre guillemets le mouvement, de quoi il part. Par exemple, comment on arrive à quelque chose de physique, de matériel, d'un résultat physique. Avant tout, on part d'une pensée. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Si par exemple, tu dois appeler un pote, d'abord tu penses à appeler ce pote, ensuite tu prends le téléphone et t'appelles. C'est pas l'inverse, c'est pas tu prends le tel, t'appelles et ensuite tu te dis tiens je vais appeler mon pote, ça fait pas de sens. Pareil pour par exemple une table là, comme devant moi, cette table avant d'avoir été créée, elle a été pensée. Donc d'abord on va penser, ensuite on va passer à l'action. Ça c'est tout à fait logique. Donc déjà ça montre que les pensées sont à l'origine. Maintenant je vais mentionner une loi, j'ai bien dit une loi. C'est pas une théorie, une hypothèse ou quoi que ce soit, que tu connais d'ailleurs sûrement déjà, parce qu'elle est quand même très très connue. La loi de l'attraction. Alors, ça a été prouvé que le cerveau il a un champ électromagnétique qui peut émettre des ondes, et en fait, il peut à la fois émettre et réceptionner des ondes. Maintenant, il faut savoir, et ça c'est aussi simple que ça, la loi de l'attraction, on pourra pousser un petit peu plus là-dedans s'il faut. C'est quelque chose qu'on retrouve depuis des millénaires dans énormément de textes, même si c'est pas toujours formulé de la même façon avec les mêmes termes, c'est toujours la même chose qui revient. Le simple fait d'émettre une onde et de réceptionner la même similaire. Donc si par exemple on émet une onde positive, on va attirer la même positive. Si on émet une onde négative, on va attirer la même négative. Là je vais vraiment rester grosso modo très simple. Mais du coup, pourquoi j'aborde ce sujet rapidement? Parce que c'est essentiel pour comprendre la suite. Et là, on va parler de la conscience collective. En fait, on a cette capacité justement d'émettre, de réceptionner à notre échelle à nous, donc en tant que personne seule. Mais on a également la possibilité de le faire à l'échelle d'un groupe, d'une ville, d'un pays, du monde. C'est un petit peu comme quand tu rentres dans une pièce, tu sens tout de suite s'il y a une bonne ambiance, une mauvaise ambiance, si c'est tendu, si c'est pesant. Bah ça, c'est l'énergie de la conscience collective, clairement. Et en fait, ça peut se ressentir, encore une fois, sur une personne seule. On sent quand elle est dans un bon mood, un mauvais mood, comme ça peut se sentir à l'échelle mondiale. Quand il se passe quelque chose, des fois, il y a un événement mondial et on sent que les énergies, elles changent au niveau mondial. Et bah, c'est exactement la même chose. C'est là où tout prend son sens. C'est que, certes, seul, on ne peut pas changer le monde. Là-dessus, on est d'accord. Mais puisque nos pensées, elles ont un impact, et qu'au niveau d'une conscience collective, on va avoir un impact au niveau des pensées de tout le monde, on a beau se dire « Ouais, moi, je suis pas comme ça, mais je pense quand même que le monde est comme ça. » Bah du coup, qu'est-ce qu'on véhicule comme pensée? Le monde est comme ça. Donc si par exemple, on dit « Moi, je pense que y a de plus en plus de voleurs dans ce monde »,
Même si nous-mêmes on n'en est pas un, c'est ça le truc, c'est que souvent on dit moi j'en suis pas un, mais je pense quand même que le monde il se dégrade, qu'il y a de plus en plus de voleurs, d'agresseurs, etc. Donc tu penses quand même, tu émets quand même, et derrière ça se matérialise quand même. Il y a quand même une fréquence qui est envoyée, et si tout le monde pense pareil, bah, qu'est-ce qui va se passer? Forcément. Là, je vais te mettre un extrait, alors assez choquant, c'est un reportage qui a été fait en 1976, si je me trompe pas, je l'ai vu il y a quand même plusieurs semaines. Où on interviewait des hommes en micro-trottoir pour leur poser des questions sur le sujet du viol. Ensuite, il y avait un reportage, je vais mettre des extraits un petit peu des deux, sur l'affaire d'une dame qui a fait du stop, qui s'est fait violer par son blablacar, par celui qui l'a pris en stop, et qui a pris cher parce qu'en gros on disait que le fait d'avoir fait du stop, ça provoquait, et du coup elle avait sa part de tort dans ce qui lui était arrivé. Horrible. C'est pas forcément facile à regarder, donc c'est pour ça que je vais mettre juste un extrait, mais si ça t'intéresse, je pourrais mettre le lien pour aller voir le reportage entier. Et en fait, c'est fou, c'est vraiment fou, hein. Mais déjà, la plupart des hommes, ne serait-ce qu'en micro-trottoir, pensent que le viol est consentant. Donc déjà, à partir de là, quand je disais que beaucoup de gens ne connaissent même pas la définition d'un mot, ou alors ils l'assimilent mal et ils la véhiculent mal, là c'est c'est l'exemple parfait, parce qu'un viol ne peut pas être consentant. Mais la plupart des hommes pensent que déjà, c'est pas possible de violer une femme sans son consentement. Ou alors, si elle l'a déjà fait, en gros, si elle n'est pas soit mineure ou soit vierge, dans ce cas-là, c'est pas un viol. C'est horrible de penser ça. Vous avez déjà violé des femmes? Oui. Est-ce que tous les hommes sont des violeurs en puissance? C'est possible, c'est pas sûr. Et qui sont les femmes qui se font violer? Celles qui sont imprudentes, C'est-à-dire? les aguicheuses. Ça dépend de leur tenue, je crois, vestimentaire. C'est leur façon d'aguicher peut-être les passants qui font qu'elles se font violer. Celles qui veulent bien. Une femme qui est majeure ne peut pas être violée parce qu'elle a déjà elle a été mariée ou elle a été avec un homme déjà. Une fois qu'elle a été avec un homme, une fois, on peut être violée. C'est pas possible. Est-ce que les femmes qui se font violer l'ont provoqué d'après vous? Non. Non. Non, je pense pas. Mais vous disiez qu'elles étaient consentantes. Il arrive un moment où elles sont consentantes. Il faut qu'une femme soit consentante pour être violée. On ne doit pas pouvoir les violer. On ne doit pas pouvoir les On ne violer? doit pas pouvoir les violer. Remarque, je vous dirais bien la technique pour les violer. On n'a qu'à la renverser. Ouais. C'est tout. C'est difficile de violer une femme quand elle ne veut pas. Hein? Ce sont des femmes qui en ont envie de toute façon. Certaines, peut-être, ça leur fait pas. Quand une femme dit qu'elle s'est fait violer, est-ce que vous la croyez? Pas toujours. Il y a toujours quelqu'un qui est consentant. Le viol à proprement parler, ça n'existe pas. Ou il faut vouloir, ou... Voilà, c'est tout. Est-ce que toutes les femmes ont envie de se faire violer? Je pense oui. Sincèrement, oui. Est-ce que aujourd'hui un tel reportage pourrait avoir lieu? Je ne pense pas, avec des tels propos, c'est-à-dire qu'on va même avoir le président de la cour d'assises de Paris, par rapport à l'affaire justement que j'ai parlé tout à l'heure avec la dame, qui va soutenir des propos, mais c'est fou, je vais te mettre ça, c'est dingue. Tu m'as dit souvent qu'elles aimaient ça. Puis en fond, elles aiment ça, elles aiment se faire violer. Non, attention. Élargis un petit peu. Elles aiment se faire violer. Non, je charrie pas. J'ai pas dit qu'elles aimaient se faire violer. Ah, si, tu l'as dit, tu l'as dit. Elles provoquent souvent le viol, mais un viol qui n'est pas un viol physique, qui est un viol moral. Quand tu vois Liliane, Liliane a vraiment été traumatisée par cette histoire-là, je trouve ça dégueulasse. Ceci dit, je me mets aussi un peu à la place de son violeur. Je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Le gars dans sa voiture, le soir, elle est belle, Liliane, c'est une belle fille. Oui, je faisais du stop à la porte d'Orléans et j'allais à Nîmes pour faire là-bas un stage d'archéologie, juste au moment des vacances, au début des vacances. Bon, déjà, pourquoi tu faisais du stop? Il y avait quand même bien une raison. Pourquoi je faisais du stop? Oui. Oh ben là, c'était proprement utilitaire et j'avais pas d'argent. J'étais étudiante et j'avais une bourse de 100 francs par mois pour vivre complètement. Hein, s'il me faut des justifications. Mais en plus, on peut faire du stop par plaisir, par le goût des voyages, parce qu'on aime la vie. Une autostoppeuse qui se fait violer n'a que ce qu'elle mérite. C'est la conclusion que l'on tire d'une récente décision de la cour d'appel de Colmar qui réduisit de moitié la peine de prison d'un automobiliste violeur. Un autre avis, celui du président Ullmann de la cour d'assises de Paris. Question difficile. En ce qui concerne les autostoppeuses, il est évident qu'on ne peut pas
supprimer l'autostop. Alors il faut considérer que c'est un fait qui existe à l'heure actuelle. On fait appel aux automobilistes de bonne volonté pour être transportés. Mais je pense que dans l'appréciation de la peine qu'il convient d'appliquer à l'auteur d'un viol au préjudice d'une autostoppeuse, il faut tenir compte du fait que cette victime a pris un risque en montant dans une voiture avec un garçon qu'elle ne connaissait pas. Et puisque chaque fois, il faut apprécier tous les éléments d'une cause pour apprécier la peine qu'il convient d'appliquer, on peut faire la comparaison avec un automobiliste qui, passant sur une route à l'écart d'une agglomération, aperçoit une jeune fille dont la silhouette lui plaît, qui se précipite sur elle et qui la viole dans un bocteau voisin. Il est certain que la peine qu'il convient d'appliquer doit être plus forte pour celui qui n'a pas été provoqué. Il est certain que l'attitude de la victime doit entrer également en ligne de compte. Vous parlez de provocation. C'est une provocation indirecte, si vous voulez. Il est certain que les hommes sont ce qu'ils sont, qu'il faut éviter, par exemple, j'emploie cette expression, d'allumer, puisque c'est l'expression d'un garçon, et puis après de faire machine arrière, après avoir laissé espérer une issue, si j'ose dire, favorable. Alors, on peut penser que le garçon mis dans un état d'exaspération, ce qui n'excuse rien, mais qui peut entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la peine qu'il convient d'appliquer. Et ça, c'était seulement il y a 50 ans. Comme quoi, les choses, elles peuvent énormément bouger. Et encore, quand je dis énormément, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de cas, mais les mentalités ont quand même évolué. Maintenant, la question à se poser, si tous ces hommes, ils avaient une mentalité différente, une façon de penser différente, parce que certes, c'était peut-être pas eux dans la vidéo les violeurs, mais ils véhiculaient leurs croyances comme un fait. Pour eux, c'était un fait que, par exemple, qu'un viol ne pouvait pas être non consenti, ou différentes croyances, mais qui véhiculent comme un fait. Toutes les femmes aiment ça, toutes les femmes si, toutes les femmes nanana. C'est horrible. Donc c'est une façon de penser qui véhicule, même si, admettons, eux-mêmes ne le font pas, admettons. Si tous ces hommes, ils avaient eu un discours différent, je sais pas, par exemple, à dire que oui, ils ne sont pas dans le déni qu'il y en a eu, hein, mais ils les mettent à leur place. C'est-à-dire, oui, il y en a eu, dans le passé, encore une fois, mais j'espère de tout cœur déjà que ça va s'améliorer, que les femmes vont être beaucoup plus prises au sérieux, compris que ce sujet va être pris au sérieux, qu'il va être pourquoi pas mieux traité, mieux jugé aussi. Si le président de la cour d'assises avait décidé de renforcer peut-être les lois là-dessus, d'avoir des punitions plus sévères pour ceux qui font ça, de vraiment remettre les termes, de dire c'est grave. C'est très grave qu'il n'y ait pas justement de consentement, de mettre les bons termes, qu'un viol ne peut pas être consenti, etc. Ce genre de choses. Si tous ces hommes-là avaient pensé comme ça il y a 50 ans, est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, il y aurait autant de viols et d'agressions encore aujourd'hui? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait plus du tout, hein. Mais c'est une vraie question. La réponse, on ne l'aura jamais. Personne n'est devin, je ne suis pas Dieu. Personne ne peut savoir si réellement ça aurait été le cas. Maintenant, je pense qu'on a tous une petite idée. Si littéralement tous les hommes avaient pensé comme ça, logiquement, les lois auraient été renforcées, il y aurait une image différente qui aurait été véhiculée, parce qu'imaginez, hein, quand je dis que les pensées se matérialisent, imaginez dire, parce que on le voit dans le reportage, alors je ne vais pas mettre tous les extraits, on voit dans le reportage en entier à un moment où on va carrément interviewer les caméramans de ce reportage et qui osent pas, une fois qu'ils sont filmés, ils osent plus dire la même chose. Et du coup, on entend les collègues dire « Bah si, tu dis tout le temps que les femmes sont toutes des putes ou que si, que ça ». Ça veut dire que la personne le dit régulièrement. Imaginez dire ça à voix haute, que tes proches entendent ça, peut-être des fois tes enfants, garçons qui entendent ça, ils vont grandir avec ces croyances-là. Les hommes vont penser du coup, ah ouais, du coup ça veut dire que toutes les femmes aiment ça, toutes les femmes sont des putes, toutes les femmes si ça. Et du coup ça rentre dans la tête. C'est comme répète-toi tous les jours, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. Tu vas voir dans 6 mois ce qui va se passer. À l'inverse, répète-toi tous les jours, je suis incroyable, je suis incroyable, je suis incroyable. Tu vas aussi voir ce qui va se passer. Ça a un impact, les mots, dans le cerveau. Donc peu importe que soi-même, on n'est peut-être pas un violeur, si on véhicule l'idée qu'il y en a énormément, que en plus de ça, peut-être les femmes aiment ça, et ci et ça, c'est une catastrophe. Bien sûr que derrière, d'une façon ou d'une autre, ça peut se matérialiser. Et c'est là où il faut prendre conscience de l'importance de ses propres pensées, pas celles des autres, les siennes.
parce qu'on ne peut pas changer le monde, encore une fois, on ne peut pas changer les autres. Mais si soi-même, déjà, on les soigne et que tout le monde le fait, c'est là où ça a un impact. Donc pour la plupart des gens, et c'est ça qui est fou, c'est que c'est logique que le monde, il évolue, que le monde change. Comme par exemple, ils sont d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a 50 ans ou il y a 100 ans, la société n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais par contre, ils se sentent quand même impuissants sur l'avenir qu'on peut avoir. Comme si, ok, les choses changent, mais comme si elles changeaient par magie. J'ai envie de dire, c'est nous l'avenir. Et c'est pas seulement les enfants l'avenir, on dit ça des fois. C'est nous l'avenir. En fait, chaque jour, on le crée cet avenir. Et du coup, une fois qu'on comprend ça, que c'est vraiment les pensées collectives qui créent ce mouvement, qui créent justement le monde qu'on a, il y a 2 solutions. Et c'est les fameuses 2 solutions qu'on a vues dans l'extrait au début. Entre la solution de suivre le mouvement de masse, donc clairement, c'est même pas ses propres pensées finalement, c'est les pensées de la conscience collective qui en réalité très souvent ne sont même pas véhiculées par la masse, mais par une minorité, on y reviendra sûrement dans une autre vidéo, mais la fameuse pensée unique, où très souvent on va dire que c'est ce que pensent la plupart des personnes, on appelle ça la pensée unique, très souvent véhiculée dans les médias, j'en parlerai quand je parlerai de la télé, qui en fait n'est véhiculée que par vraiment une minorité de personnes. Donc c'est ça le pire, c'est soit on suit un mouvement de masse, c'est-à-dire les pensées d'une autre personne, très concrètement, d'un petit groupe, soit, comme l'a fait Eren, on reprend ces billes de créateurs qu'on a absolument tous. Il n'y a personne dans ce monde qui n'a pas cette capacité-là. Donc on reprend ces billes de créateurs et on décide de penser par soi-même. Alors, comment faire maintenant pour reprendre son plein pouvoir? Si c'est ce qu'on veut, justement, ne plus être un suiveur et dépendre des opinions des autres, mais avoir sa propre vision du monde, c'est déjà se demander quelle en est de cette vision du monde. En gros, comment aujourd'hui je vois le monde? Ça, c'est la première question à se poser, hyper importante. Parce que franchement, des fois, j'entends des conversations dans la rue ou autre entre des personnes et j'ai remarqué, après encore une fois, ce n'est que ce que j'ai vu et j'espère que ça va que évoluer, franchement, j'y crois, c'est que c'est principalement négatif. Quand j'entends les personnes parler, c'est « Oh là là, le système c'est de pire en pire, le gouvernement, ça va pas, tout est de plus en plus cher, les gens sont de plus en plus négatifs, il y a de plus en plus de vols, d'agressions, de ci, de ça, nanana. » Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas la vérité. Jusqu'à présent, je ne dis pas que ça ne s'est pas produit, mais je dis juste que c'est ce qui est le plus véhiculé majoritairement. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as déjà vu la fameuse image, je vais essayer de la retrouver, où en gros, il y a 2 personnes qui sont en prison et qui peignent. Il y en a un qui peint les barreaux de la fenêtre et l'autre qui va peindre le paysage derrière les barreaux. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on vit tous dans le même monde. Pourquoi il y en a qui décident de ne voir que le négatif, que ce qui ne va pas, et d'autres qui arrivent à voir ce en quoi il y a de l'espoir, qui est positif, et justement de véhiculer ça. Encore une fois, je ne suis pas dans le déni que ça n'existe pas, tout ça. L'ombre, il ne faut pas être dans le déni que ça existe, on le sait. Mais quelle importance, quel focus on lui donne? Parce que donner de l'importance, c'est aussi la faire grandir. Ça, il faut en prendre conscience. Et du coup, la première question à se poser, c'est déjà quelle vision j'ai du monde? Essayez d'analyser vos propres discussions, les discussions de votre entourage. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Parce que moi, vraiment, je me rappelle d'une fois où j'étais avec une personne, alors ça remonte, et je me rendais compte que la plupart des discussions, c'était c'était que de se plaindre des choses qui n'allaient pas. Et je me dis, mais c'est triste du coup, parce que la vision du monde, elle est très très négative, pessimiste, fataliste, défaitiste. Bref, on s'est compris. Donc première chose, connaître sa vision du monde. Et au besoin, ce serait même la deuxième étape, la redéfinir. Redéfinir en pensant au monde qu'on veut. Plutôt que de se dire, oh, il y a des agresseurs, il y a des violeurs, il y a des ci, il y a des ça. On balaye, c'est quoi le monde que tu veux? Quel monde tu veux? Est-ce que tu t'es même déjà posé la question? Quel monde je veux pour l'avenir? Quel monde je veux pour mes enfants? Quel est le monde idéal dans lequel j'aimerais vivre? C'est ça la vraie question à se poser. Le focus, il doit être que là-dessus. Il ne doit pas être sur ce qui ne va pas, il ne doit pas être sur le passé, il doit être sur ce qu'on a envie de créer. On est, comme je l'ai dit, des créateurs.
Donc si on reprend son plein pouvoir de créateur, c'est pas pour faire n'importe quoi. Donc la question à se poser, c'est quel monde je veux pour moi-même, pour mon avenir, pourquoi pas pour mes peut-être futurs enfants ou pour ceux qui viendront après, peu importe. Et une fois qu'on a cette vision-là, donc par exemple, je veux un monde où il y a de la paix, où il y a de la bienveillance, de l'entraide, où je me sens en sécurité, où il y a de la communication entre les personnes, où il y a de la sagesse, etc. Peu importe quoi, une fois qu'on sait ce qu'on veut, première étape, très logique encore une fois, mais qu'on oublie, l'incarner. Ça, c'est essentiel. Parce que c'est bien beau, encore une fois, de vouloir des choses, mais la première des étapes, c'est de l'incarner. C'est comme certaines personnes qui... moi, je veux un homme qui fume pas, qui boit pas, qui fait du sport, qui me traite bien, qui ci, qui ça. Mais est-ce que toi-même, tu ne fumes pas, ne bois pas, fais du sport, et respectueux, j'en sais rien, peu importe, attentionné, etc. Parce qu'avant même de vouloir quelque chose, il faut l'incarner soi-même. Ça, c'est la base. Donc une fois que tu as défini la vision idéale pour toi du monde, d'un monde entre guillemets parfait, commence déjà par l'incarner, devenir un exemple là-dessus. Et surtout, ne parle que de ça. La deuxième étape, c'est ne parle que de ça, ne focus que là-dessus. Puisque les pensées, elles terminent toujours par se matérialiser, pourquoi penser à des choses négatives? Peu importe encore une fois que ça se soit produit dans le passé ou non. Pourquoi mettre le focus dessus? Parce qu'une fois que tu fais ça, déjà d'une, en vrai, on est plus heureux. Hein. Ça, encore une fois, c'est logique. Mais quand on pense à des choses positives, bizarrement, on se sent mieux. Plutôt que quand on focus sur tout ce qui va pas. C'est dingue ça quand même. C'est simple, mais pas forcément facile. C'est vraiment toujours la différence. C'est simple, hein. On comprend que c'est simple, que quand on pense positif, on se sent mieux. Mais est-ce que pour autant c'est facile quand on a été habitué à penser négatif toute notre vie, qu'on a entendu beaucoup de négativité autour de soi? Pas forcément. Ça prouve bien quand même qu'il y a cet impact de masse, qu'il y a de la puissance, de la valeur. Et d'ailleurs ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a un petit moment qui s'appelle La science de l'enrichissement de Wallace D. Wattles, si ça se dit comme ça. Il a été écrit en 1910, si je dis pas de bêtises. Et en fait, de base, c'est un livre vraiment basé sur l'argent. Donc le but, c'est de reprogrammer les paradigmes par rapport à l'argent pour s'enrichir. Donc vraiment, de base, c'est basé que là-dessus. Encore une fois, dans ce livre, comme on le retrouve dans énormément de choses, encore une fois, peu importe les époques, peu importe les cultures, il y a toujours cette fameuse loi d'attraction qui revient, mais il n'y a pas écrit mot pour mot loi d'attraction. C'est juste qu'on a les mêmes termes, la même signification, le fait de créer justement depuis entre guillemets, une matière invisible, quelque chose de physique, depuis les pensées également. C'est toujours la même chose, bref. Et en fait, ce qui est fou dans ce livre, quand je l'ai lu, parce que du coup, comme il est ancien, même les exemples qu'il donne, c'est par rapport au chemin de fer, aux mines, je crois que c'est le début de aéronautique, bref, c'est le début des avions. Et en fait, ce qui est fou dans ce livre, c'est qu'il parle par exemple de la charité. Il dit pas que c'est mauvais de le faire, hein, mais il dit que si tout notre focus, si tout le monde aujourd'hui se mettait à focus sur ce qui ne va pas dans le monde, par exemple la famine, la guerre, etc., si tout le monde le faisait à grande échelle, le monde y dépérirait extrêmement vite. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est dingue. C'était en 1910. Je crois peut-être 50 ans après, c'était le boom de la télé, vers 1960. Et la télé, qu'est-ce qu'elle a apporté principalement? Les médias, les infos, le JT de 20h et tout ce qui s'ensuit. Les médias, c'est quoi? C'est principalement des choses négatives. On va relayer tout ce qui ne va pas. Il y a la guerre dans tel pays, catastrophe naturelle dans ce pays-là, les richesses, écologiquement parlant, c'est la misère de plus en plus, etc. Bref, ça va relayer tout ce qui ne va pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est produit. En fait, ce qu'il y avait écrit dans le livre, c'est fou, hein, c'était quand même en 1910, mais ça s'est produit. 50 ans après, on a le boom de la télé et au final, le monde il s'est mis à dépérir très très vite quand tout le monde s'est mis à vibrer et à voir tout ce qui n'allait pas dans le monde et à le véhiculer. C'est fou, hein. Alors moi, je fais partie des personnes qui pensent que ce n'est pas irréversible. C'est-à-dire que, évidemment que si ça peut aller dans un sens, ça peut aller dans l'autre sens. Même pour la planète.
On parle de la planète qui est en train de mourir. Si demain, c'est qu'une croyance, hein, évidemment, hein, je le répète à chaque fois, mais tout ce que je dis, c'est ma façon de penser, mes croyances, ma réalité. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la vérité universelle. Si par contre, ça peut ouvrir des portes et permettre à des personnes d'avoir une vision différente, quelque chose qui leur convient en fait, qui vibre pour eux, tant mieux alors. Surtout si on est plusieurs à le faire derrière, ça peut être que bénéfique. Mais c'est pour ça que j'insiste à se poser la question, quelle est toi ta vision du monde idéal? Parce que le plus important c'est de vibrer ce que toi tu veux, pas ce que moi je veux. C'est ce que toi tu veux d'un monde idéal et personne n'a la même vision. Mais en général, encore une fois, les personnes préfèrent un monde où il y a la paix en général plutôt que la guerre. Les gens préfèrent être heureux et c'est pour ça que si je peux donner des clés pour l'atteindre, tant mieux. Et du coup, donc comme je disais, moi je fais partie des personnes qui pensent que rien n'est irréversible. Donc si par exemple demain on se mettait tous à vibrer l'abondance, même pour la planète, il y a fort à parier qu'on on découvre des ressources qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent ou on a des nouvelles idées, etc. qui font qu'effectivement on tend vers l'abondance. Mais à l'inverse, plus on va focus et se dire que la Terre est en train de crever, moins ça risque d'être positif, étant donné que, encore une fois, les pensées, elles finissent par se matérialiser. D'abord on pense, ensuite on agit. Donc même pour notre propre personne, quand on pense justement qu'il y a de l'espoir, etc., on va faire des choses pour. Même dans la vie de tous les jours, on va faire peut-être plus attention à certaines choses, à notre consommation, à, je sais pas, d'où viennent les produits, comment, etc. Donc c'est possible en fait. Mais j'ai juste trouvé ça fou de me dire qu'il y a un livre qui a été écrit il y a plus de 100 ans, qui disait quelque chose qui au final s'est produit derrière. Parce qu'effectivement, la conscience collective, elle a un réel impact. Alors, autant la positivité peut être plus puissante que la négativité, comme on dit, la lumière éteint les ténèbres et non l'inverse, mais la négativité peut être très attractive. J'en ai conscience et c'est d'ailleurs pour ça que les médias véhiculent énormément de choses négatives, parce que les médias, avant d'être quelque chose, avant d'être une source d'information, ce sont des business, hein. C'est des business, leur but c'est de faire du chiffre d'affaires. Donc encore une fois, seul on ne peut pas changer le monde, c'est le fait justement d'évoluer soi-même. Quand on évolue, très souvent ça fait bouger les choses autour de nous. On peut inspirer d'autres personnes à faire pareil. C'est justement la suite de l'extrait que j'ai mis au tout début, c'est ce qui se passe en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'une fois qu'ils décident d'aller dans le bataillon d'exploration pour faire avancer les choses, eh bien il y a des personnes qui le suivent parce qu'ils croient en sa vision et ils ont également en fait envie de faire bouger les choses. Donc on peut impacter, mais le but premier déjà c'est soi-même. Comme on dit, changer le monde commence par se changer soi-même, et même de se dire qu'on ne peut pas avoir un pouvoir sur le monde, ok, mais penser qu'on ne peut pas avoir un pouvoir sur ses propres pensées, là c'est triste. Là c'est triste, ça voudrait dire que t'as même pas de contrôle sur toi-même au final. T'es même pas maître de tes propres pensées. Bah si, ok, t'es pas maître du monde, tu peux pas changer le monde, y a pas de souci. Mais tes pensées, tu peux. Et en plus ça va résulter de tes actions derrière. Donc autant les changer, autant commencer par là. Alors évidemment, je sais que c'est pas toujours très facile, comme je l'ai dit, ça peut être simple à comprendre, pas toujours facile à appliquer, d'autant plus que faut savoir que le cerveau humain, ne serait-ce que des 0 à 6 ans, on est dans l'inconscient. Donc c'est un petit peu comme si on faisait le programme de base d'un ordinateur. On est en train de développer vraiment les fondations de base, et tout ce qui va venir après, ça va être en plus, donc ça va être du conditionnement, des programmations en plus, mais ce qu'il y a de plus ancré dans l'inconscient, c'est de nos 0 à 6 ans. Donc c'est encore plus complexe parce qu'on n'était même pas conscient de ce qui est rentré dans notre tête, qui peut venir de notre entourage, qui peut venir de ce qu'on entendait autour de nous, de là où on a grandi, de la culture, de tellement de choses. Et du coup, effectivement, se reprogrammer pour avoir des meilleures pensées au quotidien, ça peut demander un petit travail où il faut remonter justement un peu plus profondément, que ce soit dans l'inconscient ou autre, en tout cas une reprogrammation complète. Plus c'est ancré, évidemment, plus ça peut demander d'efforts aussi à changer. Quelqu'un qui aurait pris une habitude sur 40 ans, c'est pas la même chose que la prendre sur 4 ans à changer. Maintenant, c'est jamais irréversible, encore une fois, et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille là-dessus, sur le fait d'apprendre à reprogrammer ses habitudes. J'ai aidé déjà énormément de personnes à le faire, parce que c'est quand même quelque chose où, déjà d'une, faut en avoir conscience, hein, mais au-delà de ça, ça permet d'être accompagné. Hein. Personnellement, moi, quand j'ai vraiment voulu me remettre à fond à la muscu, je me rappelle quand j'étais au Brésil, et que j'avais peur justement de lâcher, ou j'appréhendais plutôt, j'ai tout simplement engagé une coach, et franchement ça m'a changé la vie. Sur les premiers mois, ça m'a littéralement changé la vie en termes d'habitude, que ce soit en nutrition, en sport ou justement en termes de cerveau, d'habitude, peu importe.
le fait d'avoir quelqu'un qui nous motive ou qui nous montre, qui nous guide la voie au début, ça peut vraiment aider. Sur ce, je te souhaite une très très bonne soirée ou une très très belle journée, peu importe. Moi ici, il doit être presque minuit. Je suis un petit peu fatiguée, ça s'est peut-être ressenti, mais encore une fois, ça m'a fait très plaisir. Je vais mettre quand même la fin de l'extrait, même si c'est pas un truc de fou ce petit passage-là, mais ça montre quand même qu'une fois qu'on incarne, derrière, on peut justement ouvrir la voie. Le fait de ne plus être un suiveur, mais d'être un leader, d'être visionnaire, c'est comme ouvrir un nouveau chemin. Et c'est d'ailleurs pour ça, encore une fois, que je fais ces vidéos. Hein. Comme j'ai dit, c'est ouvrir une nouvelle porte, laisser une nouvelle option, un nouveau choix. Chacun fait ce qu'il veut derrière, mais au moins ça apporte peut-être une façon différente de voir les choses, et si ça peut aider, c'est full bénéf. Et si en plus ça peut changer le monde positivement, là c'est encore mieux. Bon, sur ce, plein de gros bisous et à très vite. Eren, さっきの夢の話って。ああ、お前の受け売りだ。壁の内側じゃなくて外へ。僕は調査兵団に入る。アルミン本気か？お前座学はトップなんだからそれを生かせよ。死んでも足手まといにはならない。私も調査兵団にする。